Le ciel de juillet s'est changé en suie. Paris s'efface sous la poudre infinie. Un souffle étranger, une morsure de glace. Le temps s'arrête, le monde s'efface. De Tokyo à New York, les ombres s'allongent. Un hiver sans fin qui dévore, le thermomètre chute. Le silence s'installe, on ferme les yeux devant la grande débâcle. 30 années d'ombre, un linceul de cristal. L'humanité n'est plus qu'un souffle amiral, effacé de l'histoire, perdu dans le gel. Le grand silence, sous un nouveau ciel. Mais la nature reprend son empire de soi, un cycle éternel qui n'attendait que ça. Qui n'attendait que ça. Des millions d'années dans le creux d'un fossile, des millions d'années sous un monde stérile. Le givre recule, le sol se réveille, le givre recule. Fini l'ancienne reptilienne, l'intelligence renaît, fini l'ère humaine. 30 années d'ombre, un linceul de cristal. L'humanité n'est plus qu'un souffle amiral, effacé de l'histoire, perdu dans le gel. Le grand silence, sous un nouveau ciel. Mais la nature reprend son empire de soi, un cycle éternel qui n'attendait que ça. Qui n'attendait que ça. Même destin, mêmes erreurs, dans le berceau des prédateurs. Dame nature, seule gardienne. Le cycle revient, l'aube est ancienne. Prologue. Juillet étouffait Paris sous un dôme de plomb. L'air, saturé d'une humidité poisseuse, tremblait au-dessus de l'asphalte des grands boulevards, déformant la silhouette des passants épuisés. Il était 14 heures. Le thermomètre affichait 39 degrés à l'ombre. Les terrasses des cafés suffoquaient, les ventilateurs brassant un air lourd qui sentait la poussière, les gaz d'échappement et la sueur rance. Le monde semblait figé dans une léthargie estivale, écrasé par le poids d'un soleil implacable. Puis, le silence se fit. Ce ne fut pas une absence de bruit graduelle, mais une cassure nette, brutale, comme si l'atmosphère elle-même venait de retenir son souffle. Le bourdonnement continu de la capitale, le grondement des moteurs, le fracas lointain du métro aérien, les éclats de voix, sembla soudain avalé par une pression invisible. Ceux qui marchaient dans les rues de la capitale s'arrêtèrent, l'oreille tendue, la peau soudain hérissée d'un frisson incompréhensible. Une odeur étrange balaya l'odeur de bitume surchauffé. C'était une senteur métallique, pointue, l'odeur de l'ozone et de la pierre glacée. Le premier flocon tomba sur la place de la République. Il était gigantesque, d'une symétrie parfaite, mais d'une pâleur anormale, presque grise sous la lumière crue du soleil d'été. Il tournoya lentement dans l'air brûlant, défiant toutes les lois de la thermodynamique, pour venir se poser sur la table en zinc brûlante d'un bistrot. Il ne fondit pas. Il resta là, perle de givre insolente, défiant la canicule. Quelques secondes plus tard, le ciel de Paris, d'un bleu délavé par la chaleur, se déchira. Des nuages d'une noirceur insondable, gonflés et menaçants, roulèrent au-dessus des toits en zinc avec une vitesse effarante. Ils engloutirent le soleil. La température ne baissa pas progressivement, elle chuta comme une pierre jetée dans un puits. En moins d'une minute, l'air passa de 39 degrés à 0. L'humidité suffocante se cristallisa instantanément. Une respiration collective, un halètement de surprise, parcourut la ville. L'air devint une lame de rasoir sur les peaux dénudées, s'infiltrant dans les poumons avec la violence d'une aiguille de glace. Puis, le déluge blanc commença. Ce n'était pas la neige poétique des soirs d'hiver. C'était une précipitation d'une densité terrifiante, un mur de glace concassé qui s'abattait avec furie sur la capitale. Les flocons étaient durs comme de la grêle, s'agglomérant en un rideau opaque qui réduisit la visibilité à moins de 3 mètres. Les arbres des Champs-Élysées, lourds de leur feuillage d'été, gémirent sous le poids soudain de cette chape blanche. Dans un sinistre craquement de bois vert, des branches gigantesques commencèrent à céder, s'écrasant sur les trottoirs dans un fracas étouffé. La panique éclata,
viscérale et instantanée. Les cris de stupeur se muèrent en hurlements de terreur. Les Parisiens, vêtus de débardeurs, de shorts et de sandales, se ruèrent vers les portes des magasins, des bouches de métro, des immeubles. C'était une bousculade aveugle, une masse humaine luttant contre un froid mordant qui engourdissait déjà les membres. Les klaxons se mirent à résonner, frénétiques. Sur le périphérique, les avenues soudainement transformées en patinoires impraticables, les pneus lisses de l'été perdirent toute adhérence. Le son sinistre de la tôle froissée, des pare-brises éclatants sous les chocs en chaîne, s'éleva dans un concert macabre, immédiatement assourdi par l'épaisseur de la tempête. Dans les cafés, derrière les vitrines qui se couvraient de givre à vue d'œil, les survivants de cette première vague de froid regardaient l'impossible se dérouler. Le froid s'infiltrait par les jointures, transformant la buée des respirations paniquées en cristaux de glace sur les carreaux. Mais l'horreur locale n'était que le prélude d'une vérité bien plus vaste, bien plus effroyable. Dans le hall d'un grand hôtel, où une centaine de personnes s'étaient réfugiées en tremblant, les regards se tournèrent vers les écrans géants de la chaîne d'information en continu. Le bandeau d'urgence, rouge et clignotant, affichait une succession de mots qui défiaient l'entendement. L'encre du journal, le visage livide, la voix tremblante, peinaient à articuler les dépêches qui tombaient en cascade. Ce n'était pas seulement Paris. Des images hachées, pixelisées par les interférences atmosphériques, montraient le monde sombrant dans la même folie blanche. Le désert du Sahara, où les dunes dorées disparaissaient sous un linceul de neige sale, fouetté par des blizzards d'une violence inouïe. Les palmiers de Dubaï, figés dans des blocs de glace translucides. Rio de Janeiro, plongé dans une nuit blanche, la statue du Christ rédempteur transformée en un spectre de givre dominant une ville paralysée par moins 15 degrés. L'Australie, pourtant en hiver, voyait ses températures chuter à des niveaux arctiques, figeant la faune sur place, transformant l'Outback en un cimetière de glace. Même l'Équateur, la ligne de vie la plus chaude de la planète, rapportait des chutes de neige lourdes et continues sur la canopée amazonienne, brisant les arbres millénaires sous des tonnes de précipitations glacées. La géographie n'avait plus de sens. La latitude n'offrait plus aucune protection. Les courants océaniques, les vents solaires, les règles mêmes de l'astrophysique semblaient s'être éteintes d'un seul coup. La Terre entière était avalée par un hiver instantané, absolu et inexpliqué. Dans le hall de l'hôtel parisien, le silence revint, lourd d'une terreur existentielle. Ce n'était pas une anomalie météorologique. C'était une condamnation. Dehors, le vent se leva. Ce n'était plus un simple courant d'air, mais un rugissement animal, un hurlement qui faisait vibrer les murs de pierre et trembler les fondations. Il s'infiltrait sous les portes avec un sifflement de vipère, apportant avec lui un froid si intense qu'il brûlait la peau. Les compteurs électriques sautèrent, plongeant des quartiers entiers dans une obscurité prématurée, éclairés seulement par la lueur blafarde et spectrale de la neige qui n'en finissait plus de tomber. Ceux qui étaient restés coincés dehors cessaient de crier. Le froid extrême faisait son œuvre, engourdissant la douleur, ralentissant les cœurs, figeant le sang dans les veines. Les sirènes des ambulances et de la police, qui avaient hurlé de toutes parts quelques minutes plus tôt, mouraient une à une, engluées dans les congères qui atteignaient déjà près d'un mètre de hauteur. La technologie, fleuron de l'humanité, ne répondait plus. Les réseaux téléphoniques saturaient puis s'éteignaient. Les fibres optiques gelaient. Les satellites, là-haut dans l'espace noir, ne filmaient plus qu'une bille blanche, un globe uniforme et mort, recouvert d'une couche de nuages tourbillonnants qui avalaient toute lumière. Dans l'obscurité grandissante de Paris, alors que le jour refusait de lutter contre cette nuit de glace, l'humanité comprit la vérité terrifiante. Le réchauffement, la pollution, les guerres, tout cela n'avait plus aucune importance. Quelque chose d'autre avait pris le contrôle. Un froid venu de nulle part, une volonté glaciaire qui ne négociait pas, ne ralentissait pas, ne s'arrêtait jamais. Et la neige continuait de tomber, effaçant le monde d'hier sous un silence blanc et définitif. Le grand hiver avait commencé, et personne, absolument personne, n'y était préparé. Chapitre 1. Le long hurlement blanc, personne n'avait compris. Dans les premières heures, l'humanité avait réagi avec l'arrogance d'une espèce habituée à dompter son environnement. Les journaux télévisés, avant que les antennes ne ploient sous la glace, parlaient d'une anomalie polaire historique, d'un caprice atmosphérique. Les gouvernements avaient décrété des états d'urgence, déployé des chasse-neige, promis que le soleil percerait cette masse nuageuse d'ici quelques jours. Ils avaient menti. Ou plutôt, ils ignoraient que la Terre venait de refermer son grand œil bleu pour sombrer dans un coma, dont elle ne devait peut-être jamais se réveiller. Même les nations sculptées par les hivers les plus rudes furent balayées avec une facilité déconcertante. Le Canada, la Russie, les pays scandinaves, forts de leurs infrastructures titanesques et de leur culture du froid, tombèrent les premiers dans le panneau de leur propre assurance. Ils croyaient connaître le gel. Ils connaissaient le froid à moins 40 degrés, celui qui mord la chair, mais qui finit par céder face au feu et à l'isolation. Mais ce qui s'abattit sur eux n'appartenait pas à la météorologie terrestre. C'était un souffle cosmique, un vide sidéral qui s'engouffrait dans l'atmosphère. À Yakoutsk comme à Montréal, le thermomètre descendit si bas, si vite, que les fluides antigels des machineries lourdes se cristallisèrent en quelques heures. Les brise-glaces restèrent prisonniers d'un océan figé devenu solide comme du granit. Leurs côtes en acier trempé gémirent avant de se fendre sous la pression inouïe de l'eau dilatée par le gel absolu. Puis, le blizzard s'installa. Ce ne fut pas une tempête ordinaire, alternant rafales et accalmies. Ce fut un mur de vent continu, hurlant à plus de 200 km à l'heure, crachant une neige sèche, dure comme du verre pilé, qui sciait la visibilité à néant. Et ce hurlement démoniaque ne s'arrêta pas, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Il allait hurler sur la terre pendant 365 jours consécutifs. Une année entière de nuits blanches et de fureur aveugle. La mort frappa d'abord la faune et la flore, dans un holocauste silencieux avalé par le vacarme du vent. Les forêts tropicales, poumons verts et humides de la planète, connurent une agonie fulgurante. L'Amazonie, le bassin du Congo, les jungles d'Asie du Sud-Est, en quelques jours, la sève des arbres millénaires gela,
faisant exploser les troncs géants dans des détonations semblables à des tirs d'artillerie. Les feuilles, tropicales et gorgées d'eau, devinrent instantanément noires, cassantes comme du charbon, avant d'être pulvérisées par la tempête. Les animaux, sans aucune adaptation génétique à ce fléau, périrent par milliards. Les oiseaux tombaient des cieux obscurcis comme des pierres de grêle grise. Les grands troupeaux de la savane africaine, éléphants, lions, zèbres, furent pétrifiés en pleine marche, sculptures de chair macabre à moitié ensevelies sous des dunes de neige qui remplaçaient le sable chaud. Même les prédateurs des hautes latitudes, les loups et les ours polaires, furent désorientés par la violence de ce froid sans pitié, mourant de faim dans un monde où toute proie avait été ensevelie sous 10 mètres de glace. Puis vint le tour des mégalopoles. Ces joyaux de l'ingénierie humaine, orgueilleux phares de civilisation, devinrent les tombeaux les plus effroyables de l'histoire. À New York, l'île de Manhattan se transforma en un canyon de cauchemar. Les vents s'engouffraient entre les gratte-ciel avec une force décuplée par l'effet corridor, arrachant les immenses baies vitrées des tours des verres. Des milliers de bureaux, refuges dérisoires pour des cols blancs piégés, furent instantanément envahis par le blizzard. Le froid extérieur, frôlant les -70 degrés, s'infiltrait dans les open spaces, figeant les hommes et les femmes recroquevillés sous leurs bureaux. Les ponts suspendus, lourds de milliers de véhicules abandonnés, virent leurs câbles d'acier se rétracter sous l'effet du froid extrême. Dans un fracas apocalyptique résonnant par-dessus la tempête, le pont de Brooklyn céda, ses arches de pierre s'effondrant sur l'East River figé. Central Park n'était plus qu'une étendue plane et morte, un désert de glace sous lequel reposaient des milliers de sans-abri et de fuyards, engloutis lors des premières heures. À Londres, le cœur historique de l'Europe cessa de battre. Le cadran de Big Ben, incrusté d'une couche de givre épaisse de plusieurs mètres, s'arrêta un mardi soir, ses aiguilles soudées à jamais par la glace. La Tamise, gonflée par les premières neiges avant de geler d'un bloc, s'était soulevée en dalles acérées, broyant les péniches et les pontons. Mais l'horreur londonienne se joua surtout sous terre. Des centaines de milliers de personnes s'étaient ruées dans les méandres du métro, fuyant la lame du vent. L'espace confiné offrit une illusion de chaleur, nourrie par l'haleine et la panique de la foule. Mais l'eau, les canalisations éventrées de la ville, s'infiltra par les bouches d'aération. Lorsque les générateurs de secours rendirent l'âme, le gel envahit les tunnels. Les stations se transformèrent en cryptes, figeant des foules entières entassées dans les rames, les visages tordus par l'asphyxie et la terreur, figés pour l'éternité dans l'obscurité des entrailles de la capitale. Paris, la ville lumière, fut éteinte. L'architecture haussmannienne, avec ses toits de zinc pittoresques, se révéla être un piège mortel. La neige, d'une densité terrifiante, s'accumula à une vitesse vertigineuse. Sous le poids incalculable, les charpentes séculaires gémirent, puis rompirent. Des immeubles entiers s'effondrèrent sur eux-mêmes, leurs planchers cédant en cascade, écrasant les familles qui s'y terraient, serrées les unes contre les autres près de cheminées inutiles. La tour Eiffel, ce colosse de fer, devint le paratonnerre du blizzard. L'humidité se condensa sur son treillage, accumulant des centaines de milliers de tonnes de glace pure. Un mois après le début du cataclysme, dans un hurlement de métal torturé qui déchira la nuit parisienne, le tiers supérieur du monument plia, se brisa, et s'écrasa sur le champ de Mars dans une gerbe de neige sale et de poutrelles disloquées. Les catacombes furent prises d'assaut, mais là aussi, le froid s'insinua, et les crânes des ancêtres accueillirent le dernier soupir des vivants. Si les villes du Nord souffraient, l'anéantissement fut d'une violence encore plus insoutenable pour les cités du Sud et de l'Équateur. À Mexico, perché à plus de 2000 mètres d'altitude, la chute de température fut si abrupte, qu'elle provoqua des chocs thermiques mortels. La ville, peuplée de plus de 20 millions d'âmes, ne possédait quasiment aucune isolation, aucun système de chauffage. Les bidonvilles agglutinés sur les collines périphériques disparurent en une seule nuit, balayés par des avalanches d'une ampleur inédite, nées des pentes volcaniques soudainement surchargées de neige. Les toits de tôle s'écrasèrent sous le poids, mutilant ou étouffant les habitants. Les avenues immenses devinrent des fleuves de glace balayés par un vent chargé de cendres volcaniques mêlées à la neige, aveuglant et étouffant ceux qui tentaient de fuir. Les églises s'emplirent de fidèles priant un Dieu qui semblait avoir détourné le regard, jusqu'à ce que les vitraux n'explosent sous la pression de la tempête, laissant entrer le souffle glacial qui figea les prières sur leurs lèvres. Mais l'image la plus surréaliste, la plus terrifiante de cet apocalypse, se dessina peut-être à Singapour. La cité-État équatoriale, habituée à une chaleur moite et étouffante, fut frappée de plein fouet. Les fameux supertraits de Gardens by the Bay, immenses structures métalliques recouvertes de végétation luxuriante, se transformèrent en monstrueuses stalactites géantes. La flore exotique, congelée en quelques minutes, se brisait comme du verre au moindre coup de vent. Les complexes résidentiels ultra-modernes, conçus pour ventiler l'air chaud, offrirent des passages ouverts au blizzard. Les systèmes de climatisation, inversés par des algorithmes affolés, explosèrent, déclenchant des incendies électriques qui s'éteignaient presque aussitôt, privant la ville de toute énergie. Dans les hôtels de luxe Marina Bay, l'eau de la célèbre piscine à débordement gela si vite qu'elle fit éclater les parois de verre du sommet de la tour, précipitant des tonnes de glace et de corps figés dans les rues 50 étages plus bas. À Tokyo, le silence qui succéda au chaos fut le plus angoissant. La mégalopole disciplinée avait d'abord tenté de maintenir l'ordre. Les métros avaient fonctionné quelques heures de plus qu'ailleurs. Puis, le réseau électrique, le plus dense du monde, s'effondra sous le givre qui faisait court-circuiter les transformateurs. Shibuya, le carrefour le plus lumineux et le plus frénétique de la planète, s'éteignit. L'obscurité avala les néons arc-en-ciel. La neige étouffa les annonces vocales stridentes. Des millions de Tokyoïtes, cloîtrés dans de minuscules appartements sans chauffage, regardèrent le givre ramper sur l'intérieur de leurs fenêtres. Le sens de la communauté et de la courtoisie vola en éclats lorsque la faim et le froid absolu s'installèrent. Dans les rues étroites des quartiers périphériques, les maisons traditionnelles de bois et de papier s'aplatissaient sous la masse neigeuse. Les secousses sismiques mineures, monnaie courante au Japon,
provoquaient désormais des glissements de terrain neigeux mortels en plein cœur des zones urbaines. Pékin subit un sort différent. L'air, saturé d'une pollution dense et historique, réagit avec le front froid d'une manière chimiquement cauchemardesque. La première semaine ne fut pas constituée de neige pure, mais d'une précipitation sombre, toxique, un grésil noir chargé de particules lourdes qui rongeaient la pierre et empoisonnaient les rares sources d'eau non gelée. Ceux qui osèrent braver ce déluge eurent les poumons brûlés par cette poussière d'hiver corrompue. Lorsque la vraie neige blanche finit par tomber, recouvrant la suie, la cité interdite fut ensevelie, ses toits incurvés disparaissant sous des dômes immaculés. Le gouvernement central avait tenté de se terrer dans de vastes bunkers souterrains conçus pour la guerre nucléaire, fermant d'immenses portes blindées derrière eux, abandonnant le milliard d'habitants à la surface. La rumeur, étouffée par le blizzard, murmurait que même ces bunkers finirent par céder au gel, l'humidité souterraine de la terre se transformant en permafrost mortel. Pendant des mois, le soleil ne fut qu'un lointain mythe. La couche nuageuse, d'une épaisseur kilométrique, refusait de se dissiper. Il n'y avait plus de cycle jour-nuit, seulement une transition entre une pénombre grise et sale, et une nuit d'encre absolue, terrifiante, rythmée uniquement par le mugissement insoutenable du vent. La neige montait, elle engloutissait les voitures, puis les rez-de-chaussée, puis le premier étage des bâtiments. Elle effaçait les routes, les frontières, le relief même du monde. Le paysage terrestre devint une toile vierge, chaotique et ondulante, une immense banquise parsemée d'arêtes métalliques ou de ruines de béton que le vent érodait implacablement. La peur et l'angoisse des premiers jours laissèrent place à une folie latente, une psychose générée par la claustrophobie et le bruit continu du blizzard. Dans les rares refuges de fortune où se terraient les ultimes survivants, des caves, des parkings souterrains renforcés, des stations balnéaires de haute montagne coupées du monde, l'esprit humain se brisait avant le corps. La promiscuité, l'obscurité, les rations de nourriture s'amenuisant, et l'omniprésence de la mort poussèrent les hommes aux limites de l'indicible. On se battait à mort pour une couverture déchirée, pour une boîte de conserve, pour une place près du foyer qui s'éteignait. La morale, la loi, la religion, tous ces concepts fondèrent aussi vite que neige au soleil, une ironie cruelle dans un monde privé de cet astre. L'année s'étira, lente, monstrueuse. Les mois passèrent sans qu'aucune plante ne bourgeonne, sans qu'aucun oiseau ne chante, sans qu'aucune goutte d'eau liquide ne coule sur la surface du globe. Ceux qui n'avaient pas été tués par l'effondrement des bâtiments, par l'asphyxie sous les avalanches, par la famine ou par les lames de leurs semblables, durent affronter la bête elle-même, le froid. Ce froid qui s'insinuait dans l'esprit, qui vous faisait somnoler d'une douceur traîtresse avant d'arrêter votre cœur en douceur. Les hallucinations étaient fréquentes, des hommes et des femmes quittaient soudainement leurs abris, persuadés de voir le soleil briller dehors, ou d'entendre les rires de leurs enfants morts au cœur de la tempête. Ils ouvraient les portes, laissaient entrer le vent glacial qui tuait le reste du groupe, et marchaient dans l'enfer blanc jusqu'à s'y fondre en statue de givre. Au bout de 365 jours de ce châtiment céleste, lorsque la fureur du vent commença, d'une manière à peine perceptible, à baisser d'un ton, la Terre était méconnaissable. Elle n'était plus la bille bleue et verte. Elle était l'empire du froid, une planète fantôme, stérile et d'une pureté aveuglante, abritant sous sa croûte de glace les ruines de l'humanité et le silence des tombeaux. Épilogue, le hurlement cessa. Ce ne fut pas soudain, ni dramatique. Ce fut un épuisement lent, l'agonie d'un monstre atmosphérique qui avait dévoré la chaleur du monde. Au terme de cette année de nuit absolue, le vent commença à perdre de sa superbe. Ses lames tranchantes s'émoussèrent. Les rafales de 200 km à l'heure retombèrent à 100, puis à 50, pour finalement se muer en une brise lourde, presque gémissante, balayant les dunes de glace sans parvenir à les soulever. Il fallut plusieurs mois, une éternité de grisaille stagnante, pour que le blizzard ne devienne plus qu'un mauvais souvenir atmosphérique. Au-dessus de la Terre, le dôme de nuages noirs commença à se fracturer. La première percée de lumière fut un événement que personne n'était là pour observer, un rayon d'or pâle, timide, perçant une mer de brume, au-dessus de ce qui fut autrefois l'océan Pacifique. Le soleil retrouvait sa place dans un ciel d'un bleu délavé, presque craintif. La température entama alors sa lente ascension. Mais le froid avait figé la planète jusqu'aux os de sa croûte terrestre. Le dégel ne fut pas une libération printanière, ce fut une guerre d'usure longue de 3 décennies. 30 années d'une fonte titanesque. La glace, en se retirant, agit comme une meule à l'échelle planétaire. Les glaciers d'1 kilomètre d'épaisseur, formés sur les cadavres des mégalopoles, se mirent à glisser, à craquer, à fondre. Dans leur sillage, ils broyèrent tout. Le béton armé fut réduit en poussière. L'acier de construction, exposé à l'oxygène et à une humidité saturée, fut rongé par une rouille fulgurante. Le verre des gratte-ciel redevint sable. Des fleuves colossaux, nourris par des milliards de tonnes d'eau de fonte, se formèrent du jour au lendemain. Ils redessinèrent la géographie du globe, éventrant les plaines, creusant de nouveaux canyons, submergeant les vallées. Les reliques de la civilisation humaine, les dômes de fer, les viaducs, les monuments orgueilleux, furent emportés, disloqués, noyés dans des mers intérieures d'une boue primordiale. 30 ans après la fin du grand hiver, la neige avait enfin disparu, laissant place à un monde méconnaissable, noyé, écorché vif. Et pourtant, la Terre n'était pas morte. Sous le regard immuable de l'univers, là où l'humain avait vu la fin de toute chose, la nature, elle, ne voyait qu'une page blanche. La vie est une étincelle d'une ténacité terrifiante. Dans les abysses océaniques, autour des cheminées hydrothermales, des bactéries extrémophiles avaient survécu. Sous les kilomètres de permafrost, des spores attendaient patiemment. Lorsque les terres émergèrent enfin des eaux de fonte, stériles et rocheuses, les premiers lichens s'y accrochèrent. Il fallut des milliers d'années pour que la roche se désagrège en un sol arable. Des millions d'années pour que ce sol accueille de nouvelles mousses, puis des fougères, et enfin, des arbres. La nature reprit ses droits avec une luxuriance vengeresse. Sans l'humanité pour la contraindre, la déboiser ou la polluer,
Elle explosa dans une symphonie de couleurs et de formes inédites. De gigantesques forêts, bien plus denses et mystérieuses que celles du passé, recouvrirent les continents. La Terre devint un immense jardin sauvage, sans frontières, où la flore s'adaptait à de nouvelles règles évolutives. La mer épousa la montagne avec une harmonie féroce, créant des écosystèmes d'une complexité vertigineuse. L'humanité avait été effacée, totalement, absolument. Il n'y eut pas de ruines romantiques laissées à la postérité. Les pluies acides, les mouvements tectoniques, la poussée irrésistible des racines et le temps, ce grand effaceur, désintégrèrent la moindre trace du passage de l'homme. Le plastique fut digéré par de nouvelles souches de bactéries. Les déchets nucléaires furent enfouis par la subduction des plaques. Au bout de quelques dizaines de millions d'années, l'hégémonie humaine n'était même plus un fantôme. Elle n'était rien. Le grand hiver lui-même n'était plus qu'une fine strate géologique, une bande grise et sombre prisonnière de la roche, un hoquet indéchiffrable dans la longue respiration de la planète. Le monde grouillait de vie. De nouvelles espèces parcouraient les vastes plaines d'herbes bleutées et les jungles aux canopées vert émeraude. Mais la place du sommet, ce trône de l'intellect, était restée vacante. Jusqu'au jour où, dans la chaleur moite d'un immense marécage bordant un continent équatorial, une créature se redressa sur ses membres postérieurs. Ce n'était pas un mammifère. Le grand hiver avait décimé les ancêtres sans chaude de manière trop radicale. La vie avait trouvé un autre chemin. La créature qui contemplait les étoiles ce soir-là, avec une curiosité nouvelle brûlant dans ses pupilles fendues, était recouverte d'écailles sombres, irisées, qui reflétaient la lumière de la lune. Un reptilien, bipède, agile, doté d'une queue musclée pour l'équilibre et de mains aux longs doigts griffus, capable d'une préhension fine. Dans son regard jaune, froid et calculateur, venait de s'allumer la lueur de l'intelligence. Une intelligence vive, née de la nécessité de chasser en groupe, de communiquer, de comprendre les cycles des saisons. Bientôt, le premier outil fut taillé. Puis, le premier feu fut allumé, repoussant les ombres de la jungle. Les grognements se muèrent en langage complexe. Des luttes de branchage s'élevèrent près des deltas. Le cycle de la conscience reprenait sa marche inexorable. Ces êtres s'organisèrent, fondèrent les premières tribus, les premiers villages, dressant leurs têtes écailleuses vers le ciel pour y chercher des dieux ou des réponses. Ils allaient bâtir, eux aussi. Ils allaient explorer la géométrie, la philosophie, la guerre et l'art. Ils allaient découvrir que l'univers au-dessus de leur tête était vaste et rempli de mystères. Mais vers quel horizon cette nouvelle espèce allait-elle marcher? L'intelligence est une arme à double tranchant, un don qui n'est jamais livré avec son manuel de sagesse. Allait-il comprendre l'équilibre fragile de ce monde? Allait-il bâtir des sociétés fondées sur le respect du vivant, sur la liberté fondamentale de penser, de croire ou de ne pas croire? Allait-il tolérer la différence au sein de leur propre espèce, laissant à chacun la liberté de ses choix? Ou allait-il sombrer dans les abysses de la haine, de la domination et du dogme? Ferait-il les mêmes erreurs que ces singes sans poils qui les avaient précédés, des millions d'années plus tôt? Détruirait-il le berceau luxuriant qui les nourrissait au nom d'un progrès aveugle? Le vent bruissait dans les feuilles géantes, indifférent à ces questions. La terre, purifiée, silencieuse, se contentait de tourner. Seule Dame Nature le savait, car l'intelligence ne garantit pas la survie, et posséder le pouvoir de modeler le monde ne donne pas celui d'en échapper aux lois. La nature observe, elle attend, prête, si nécessaire, à déclencher un nouvel hiver, pour que la toile soit de nouveau vierge. Le givre a rendu les noms à la terre, les tours de fer ont plié sous le poids de l'hier. On a bâti des empires sur du sable et du vent, oubliant que le temps ne cherche pas de survivants. La cendre est devenue une autre forme de nuit. Tout ce qu'on a crié se transforme en un bruit d'une forêt qui pousse où dorment nos espoirs. La mémoire n'est qu'un voile qu'on déchire pour voir. Et la roue tourne, indifférente au sort des dieux oubliés dans un linceul de mort. Le ciel s'éclaircit sur une ère nouvelle. Des yeux dorés fixent l'horizon qui se révèle. Des yeux dorés fixent l'horizon qui se révèle. On n'était qu'un souffle, on n'était qu'un passage dans le livre du monde. Dans le livre du monde, une simple page. La pierre a repris ses droits sur la cité. L'onde a lavé l'orgueil, la peur, la vanité. Sous la coronité, sous la lune qui veille sur les marécages, une vie se redresse, s'affranchit des âges. La peau est une armure, le sang est plus lent. Ils ne connaissent pas l'écho de notre tourment. Ils regardent les étoiles sans chercher le passé. Tout est neuf, tout est pur, tout est enfin effacé. La
L'intelligence est un feu qui dévore le bois, un cadeau magnifique qu'on n'a pas su tenir sous les doigts. Aller plus loin, tout posséder, tout détruire. Laissera-t-il cette race se construire, ou tombera-t-elle aussi dans le même oubli, sous le givre qui attend, sous le ciel qui est poli? Et la roue tourne, indifférente au sort des dieux oubliés, dans un linceul de mort, les yeux dorés fixent l'horizon qui se révèle. On n'était qu'un souffle, on était simple page. La nature observe, elle attend. Le cycle recommence.